vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Salut, c'est la fin de semaine, vous êtes certainement déjà sur la route. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus, vous êtes en forme? Attention, bien sûr, je suis très en forme. En forme de quoi? Je ne sais pas, mais je suis en forme, ça je vous le dis tout de suite. C'est pas, enfin, et plus ça va aller dans les fêtes de Noël, et plus je serai en forme, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que là vous avez commencé les chocolats, etc. Ah ouais, je vais pas commencer que les chocolats, je les ai même terminés. Heureusement, vous avez des formes, ma chère Cécile. Oui, j'ai des là, c'est plus des formes, c'est des montagnes. Il y a de la marche. En fait, mon jean touche les bords. Ouais, c'est maintenant, ça c'est voilà. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 19h pour cette fin de semaine. On sait que vous êtes dans les préparatifs de Noël. On va essayer de vous apporter le maximum d'informations sur l'actualité du jour. Alors justement, l'actualité, le grand débat du jour à 17h30, verdict attendu ce soir au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les parties civiles dénoncent des réquisitions jugées trop clémentes, 18 mois de sursis et 16 ans de réclusion criminelle pour les 8 accusés, avec une demande de requalification à la baisse pour 4 d'entre eux par le parquet antiterroriste. Alors parlons vrai, pensez-vous que ce procès peut servir d'exemple? Est-ce que ce procès va influencer le procès des assassins de Dominique Bernard qui aura bien évidemment lieu dans quelques mois? Et à cette question, verdict du procès Paty attendu ce soir, y a-t-il un problème d'interprétation des faits vu les réquisitions? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, Stéphane Simon sera avec nous, directeur de la publication du nouveau magazine Affaires criminelles et auteur de ce livre, Les derniers jours de Samuel Paty, chez Plomb. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron sur la défensive à Mayotte. Il a défendu l'action de l'État tout en se montrant très agacé face aux réactions des habitants sinistrés par le cyclone, avec une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Alors parlons vrai, ces propos vous ont-ils paru à propos? Après les propos sur les Haïtiens, Macron est-il en roue libre? Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, lance Emmanuel Macron à Mayotte. Vous dites que c'est un dérapage à 72% et que c'est la vérité à 28%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, les trois mousquetaires, hein? C'est un peu ça, c'est les trois mousquetaires. Qui est Athos? Qui est Porthos? Qui est Aramis? Moi, je suis Milady, et là, il y a le cardinal Richelieu. Ça me va bien. C'est D'Artagnan. Ou alors, Ah oui, D'Artagnan, oui. j'aurais pensé Porthos plutôt pour vous, mais parce qu'il a des formes. Mais c'est pas les mêmes que Cécile. Ouais. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on pourrait s'emboîter, enfin, façon de parler. Non, pas trop loin. Avec Cécile, on frétille, avec vous, on s'éloigne. Mais on pourrait le dire de moi-même aussi. Oui, Votre plastique est parfaite. Donc, autour de cette table, Philippe Bilger, vous l'avez reconnu, bien entendu, avec Mickaël Sadoun qui est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir, Mickaël. Éric Revel, éditorialiste sur Radio, qu'on est ravi d'accueillir. Ça va, Éric? Ouais, super. Non, je pensais à D'Artagnan, parce que pour ceux qui n'aiment pas l'Europe, il faut se souvenir que D'Artagnan est mort à Maastricht. Absolument. Ah oui, d'accord. À Maastricht. Un peu plus tôt. Il n'est pas bon en 1992. Bon. C'est fou. Et avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec notre auditeur du jour qui est avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Cécile, bonsoir les Philippe, Mickaël et Eric. Et vous nous appelez de la Vendée, et on adore la Vendée. Oui, moi aussi. Oui. Et on arrive tout. Quand est-ce qu'on arrive chez Sandra? On a pris rendez-vous pour la semaine. Là. On a dit qu'on. Venez, on aura des huîtres de Vendée, du foie gras de canard de Chaland. Des mojettes. Tout va bien se passer. Non, Philippe, attendez la fin de l'émission pour partir, je vous en supplie. J'aime beaucoup les mojettes de Vendée, c'est des gros haricots blancs. Absolument. Et vous voulez réagir sur quoi aujourd'hui, Sandra? Alors écoutez, c'est la période de l'Avent, c'est Noël, faut pas l'oublier quand même. Oui. Donc lumière ou pénombre? La joie de Noël, lumière. C'est la lumière. Oui. Mais on verra après le 26. Oui, en fait c'est un message d'espoir en fait. Il faut penser à loin devant. Et les familles vont quand même se réunir pour un grand nombre, heureusement. Et même si les paquets cadeaux sont un peu plus petits, c'est pas ça seulement le bonheur.
Ah ouais, il y a un côté philosophique, Philippe. Non, mais j'aime beaucoup la réaction de Sandra parce que je ne suis que trop enclin au pessimisme et j'aime beaucoup ces moments où on nous enjoint d'être heureux. Je veux dire, petite étincelle. Oui, mais vraiment. Et donc j'aime beaucoup le terme de lumière, les ombres arriveront bien assez vite. Comme c'est bien dit. Michael Sadoun. Non, moi je pense que je suis plus optimiste que Philippe Bilger. J'aime aussi cette fête ritualisée. On en parlait déjà l'année dernière. Je me souviens avec Jean Dorido qui nous parlait de cette période pendant laquelle les jours se raccourcissent et donc naturellement les religions ont inventé des espèces de dispositifs. C'est Hanouka chez les Juifs, c'est Noël chez les chrétiens, etc., qui mettent la lumière en exergue, le don, le rapprochement, la chaleur. Je trouve que c'est très important. Voilà. Et Sandra a tout à fait raison. Ce qui compte, c'est bien sûr la chaleur humaine et le rapprochement en famille, plus que les cadeaux, même si, évidemment, on espère recevoir des beaux cadeaux. Dites pas ça à Philippe David, il va être sur mes genoux dans 5 minutes. Éric Revel. Oui, c'est très bien vu. Je partage l'idée que souvent, dans cette période de fin d'année, on a le temps de réfléchir, en fait. Si on veut le prendre, on a le temps de réfléchir. Alors, au passé ou à l'avenir ? Pas une introspection, mais en tout cas, toute cette période-là se prête à l'idée qu'on peut réfléchir, qu'on a du temps, qu'on est souvent à l'intérieur des maisons parce que le jour est beaucoup plus court, justement. C'est vrai, et que toute cette période-là, je trouve qu'on est un peu en lévitation. On est poussé vers un peu le bonheur, en fait. On est poussé, c'est assez incroyable. Et c'est pas une question de cadeau. Hein. Non. C'est simplement que la fin de l'année est souvent plus paisible, même si on est assailli de problèmes en ce moment. Et que toute cette période-là, oui, c'est ça. Pour moi, ça pousse à la réflexion, à la résurrection de 2025. Exactement. Oui, la réflexion. Oui. Eh bien, Sandra, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Et merci en tout cas pour ce sujet qui finalement apporte une vraie réflexion autour de cette table. Et j'espère chez vous. Moi, j'ai toujours une pensée pour tous ceux qui seront un petit peu seuls pendant ces fêtes de fin d'année. Et bien entendu, on sera là avec Philippe David le 24 et le 25 décembre. Au micro, exactement, pour vous apporter plein de joie et peut-être une petite rétrospective. Oui, le 25 décembre de 19h à 20h, on va faire une rétrospective de l'année. Alors, dans un instant, le réquisitoire du procureur, mon cher procureur, monsieur le procureur. Je vais aborder les propos d'Emmanuel Macron, mais en disant qu'il est comme tout le monde et que nous sommes comme lui. Et bien voilà, et on en parle dans un instant. Ce numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Zach vous attend. À tout de suite. C'est Valérie Expert, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. La Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous saviez ce que me dit Philippe David hors antenne, je lui dis que je fais attention au chocolat, il ne me parle que de ça. C'est dingue. Mais c'est bon. Bah oui, mais c'est bon. J'essaye de me détoxer. Mais en fait, c'est pas moi. C'est Michael Sadoun qui arrête pas de parler de chocolat. C'est vrai, je suis un grand fan de chocolat, on parlait de ça, mais il me semble que d'habitude c'est Philippe David. On est en train de manger des fraises. Si que Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun et Éric Revel, est-ce que vous êtes tous des fans de chocolat ? Ah oui, de sucre. De sucre. En fait, ouais. Chocolat. Moi je vais chercher vraiment mon chocolat dans des endroits spécifiques et j'ai mes marques à moi et il y a un certain pourcentage de cacao que j'aime et pas d'autres, donc voilà. D'accord. Je suis très Éric Revel, vous c'est tous les sucres, tout ? J'aime bien le sucre. Ouais, j'aime bien le miel. C'est bon. Le miel, c'est bon. Ouais, c'est bon. Philippe J'ai Bilger. mangé du chocolat Sadoun récemment, il n'était pas mauvais. C'est une marque. Philippe Bilger est très très gourmand. Ça ne se sait pas peut-être. Mais dans le le chocolat public, blanc, vous c'est le chocolat blanc, mais c'est pas du chocolat. Pour un chocolat mais c'est les bonbons aussi. Et le chocolat au lait noisette qui vient de Suisse. Oh là là. Et Cécile, vous êtes en train d'essayer de décrocher du chocolat, c'est ça ? Moi, j'essaye de me détoxer en vous écoutant, mais ça fonctionne pas. Je pense que je vais aller ouvrir un paquet. Alors, Fernand, je fais le marché, c'est le dimanche à 10h. Voilà. Je vous dis juste ça comme ça. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. À l'actu, aujourd'hui,
aujourd'hui. On va parler d'Emmanuel Macron qui revient de Mayotte avec une nouvelle petite cuvée de petites phrases. Des LR qui demandent le programme avant de rester au gouvernement avec François Bayrou. Et puis de ces huîtres qui sont très très mal passées dans une mondanité à Los Angeles. Un repas gastro, comme on dit en 3 mots, cyclone, participation et gastronomie évidemment. Allez, tout de suite, la voix est à Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et voulait requérir sur les propos tenus en off par le président de la République et relatés par le journal Le Monde. Oui, alors... il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une période tellement particulière qu'on ne peut pas dire que qui que ce soit est innocent en France. Je veux dire par là qu'évidemment, les propos d'Emmanuel Macron, notamment ceux qu'il a tenus en s'énervant, et c'est un euphémisme, contre les Mahorais qui le huaient, protestaient, et l'analyse du Monde où il a des propos qu'il conteste d'ailleurs, racistes et homophobes, sont détestables de la part d'un président. Mais j'ai la plus grande indulgence tout de même pour ces politiques qui mènent une vie épuisante et dont parfois je suis surpris qu'ils ne tombent pas dans de pires dérives que celles qu'on constate assez rarement. Et je me dis que la société elle-même, notamment dans le langage, est elle-même une catastrophe. Combien de gens, journalistes, artistes, citoyens, lorsqu'ils n'ont pas les charges du président, ont un langage qui est dégradé, pollué, et je dirais sale, au sens étymologique. Donc j'ai tendance à me dire, on fait comme lui, mais on n'a pas ses charges. Et donc on n'est pas fondé à s'indigner. Éric Revel. Oui, alors moi je sais pas, on écoutera peut-être la séquence, vous l'avez peut-être en mémoire, mais je pense que psychologiquement le président de la République est en train de craquer. Moi c'est l'impression que ça m'a donné. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est plus président de la République du tout quand il s'adresse de manière assez véhémente aux Mahorais. Il a oublié son statut, il a oublié qui il est, et donc il est en plein dérapage. Mais à mon avis, c'est la somme accumulée des crises qu'il gère ou qu'il a provoquées, peu importe. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas devant soi le président de la République, on a devant soi un type qui est au bout du rouleau psychologiquement et qui est en train de craquer en place publique. Et il se trouve que c'est le président de la République. Absolument. Moi, je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger. J'ai énormément de choses à reprocher à Emmanuel Macron sur tous les dossiers et plus particulièrement sur le dossier de Mayotte. Évidemment, la non-gestion des flux migratoires clandestins, le manque de construction de services publics, de l'hôpital qu'il avait promis, ce qu'on voudra. Mais je déteste me focaliser sur la politique de la petite phrase. D'abord parce que plus on parle des petites phrases, moins on parle du fond. Donc moi, c'est quelque chose qui me dérange. La deuxième chose, c'est que c'est un humain comme un autre. Et quand je le vois à Mayotte, affublé, accablé de toutes parts pour des choses pour lesquelles il n'est pas toujours 100% responsable, parce qu'il y a quand même eu il a eu des prédécesseurs, il y a des gens avec qui il travaille, et puis après c'est une réalisation qui se fait ou pas sur le terrain, donc c'est plus compliqué que ça. Et quand je le vois obligé de répondre à ça et de sortir une baguette magique pour résoudre tous les problèmes, je trouve que c'est un métier extrêmement difficile et personnellement j'ai un peu d'indulgence vis-à-vis de ce genre de phrase. Évidemment on attend du président de la République qu'il soit un surhomme, mais il n'en est pas un. Voilà. Et merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont cyclone, participation et gastronomie. Après La République, c'est moi par Jean-Luc Mélenchon, le cyclone, c'est pas moi par Emmanuel Macron à Mayotte face aux sinistrés en colère. Il vient de repartir après une réunion de crise et une visite dans une zone enclavée. Participeront ou participeront pas au gouvernement Bayrou, Bruno Retailleau et LR se laissent désirer. François Bayrou leur fait des appels du pied, des clins d'œil pour ne pas dire la danse du ventre. Et puis quand le Los Angeles Times réunit tout le gratin de la restauration haut de gamme autour d'un banquet d'huîtres, eh bien disons que ces établissements n'ont jamais aussi bien porté leur nom, leur diminutif de gastro. Les vraies voix Sud Radio. On l'appelle pudiquement le mot de Cambronne quand on n'a pas envie de le prononcer parce qu'on est quelqu'un de bien élevé. Le mot merde, je l'ai dit, mot lâché hier soir par un président agacé, énervé, acculé par une foule en colère. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité.
Face à des habitants exaspérés par le manque d'eau, de nourriture ou d'électricité, le chef de l'État semble être passé comme ça plusieurs fois d'une émotion à une autre, du registre de l'empathie à celui de l'agacement non dissimulé. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Voilà, le cyclone, c'est pas comme la République, c'est pas moi. Après sa visite d'une zone sinistrée particulièrement enclavée, le président a donc participé à une réunion d'urgence avant de se renvoler pour la métropole. Mayotte et la France jusqu'au bout, nous sommes une nation, a donc tweeté le chef de l'État avant de redécoller. On en parlera. Excusez-moi, à l'analyse tout à fait juste d'Éric, on pourrait rajouter que c'est aussi l'exaspération d'un homme qui a compris qu'il ne sort pas de la nasse politique qu'il a créée. C'est ça, Éric Revel ? Oui, mais vous voyez, parfois on dit la gestuelle de quelqu'un qui parle est parfois plus importante que les mots qu'il dit. Mais là, ce qui est patent, parce que là on le voit pas, on l'entend, c'est que même dans sa voix, on sent qu'il est à bout. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a une voix presque larmoyante. C'est-à-dire que non, mais moi et pourtant là aussi on peut pas me faire le reproche d'avoir des gentillesses accumulées pour Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Mais là, franchement, on a un homme qui est acculé, on a un lapin qui est pris dans les phares et il sait plus comment sortir de là. Et la tonalité de sa voix prouve qu'il est à bout. Mais c'est pas très nouveau. Il a une voix d'enfant, je trouve. C'est pas très nouveau. En fait, il retrouve sa vraie voix qui est une voix plutôt fluette et une voix d'enfant qu'il a eue pendant sa campagne de 2017. Depuis, il a essayé de construire une espèce de stature d'homme d'État imperturbable, etc. Mais fondamentalement, ça n'est pas lui. Emmanuel Macron est resté ce candidat qui hurle parce que c'est notre projet et qui essaye absolument de convaincre tout le monde dans une espèce d'hystérie qui ne laisse personne en dehors de son opinion. Il veut tellement arrimer tout le monde à ce qu'il pense et à ce qu'il fait que parfois il perd ses nerfs. Voilà. Allez, le deuxième mot, participation au gouvernement. LR semble se laisser désirer. Pourtant, François Bayrou, il met plutôt du sien. Il a dit toute sa peine hier pour Nicolas Sarkozy après sa condamnation. Sortez les violons. Il a dit aussi toute la nécessité d'un maintien de Bruno Retailleau à l'intérieur où il a toute sa place selon François Bayrou. Bruno Retailleau qui se laisse désirer, oui, à l'image de son parti. LR participer au gouvernement Bayrou, eh bien, ça dépend du programme, expliquait ce matin l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Qu'est-ce que veulent les Français ? Ils veulent de la stabilité, vous avez raison, mais ils veulent aussi des réponses à leurs problèmes du quotidien, les problèmes les plus importants qui montent autour d'eux. Vous avez 80% des Français qui considèrent que la violence est en train de monter dans leur vie, en train de monter dans le pays, en train de monter autour d'eux. Ils veulent qu'on réponde à ça. Vous avez 80% des Français qui considèrent que l'immigration illégale est en train de devenir un problème vital pour l'avenir du pays. Ça, c'est des choses toutes simples sur lesquelles on doit pouvoir avancer, à condition d'être clair, en effet, à condition d'avoir un mandat clair. Tout dépend pour faire quoi ? Notre participation, elle n'est pas impossible, tout dépend du mandat. Notre participation, elle n'est pas non plus garantie. Participation impossible, mais pas garantie. François-Xavier Bellamy au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Il faut que François Bayrou, de mon point de vue, arrête sa torture par l'espérance qu'il pourra convaincre la gauche. C'est fini, ça. Et donc qu'il choisisse son camp et que les Républicains arrêtent de barguigner. Maintenant, il faut qu'ils le soutiennent, franchement. Ce serait un scandale démocratique que lui aussi passe par la motion de censure. On parle de Rebsamen et Moscovici là, mais bon, c'est pas vraiment, ce sont pas vraiment des ténors en tout cas pour Rebsamen. Moi, je suis d'accord. Je pense que François Bayrou s'égare s'il pense qu'il va conquérir une part de la gauche. Je pense qu'elle est très chancelante. Je pense qu'elle a des intérêts politiques qui font en sorte qu'elle ne pourra pas renoncer à son alliance avec LFI, notamment en cas de prochaine législative. Donc, pour moi, il doit rester sur le même pari que Barnier, mais en mieux fait, c'est-à-dire non pas parier sur la construction d'une majorité, mais parier sur le fait qu'il ne sera pas censuré et donc s'appuyer sur un accord tacite avec le Rassemblement national en faisant une politique plutôt sécuritaire, économiquement, je dirais, facilitante. Voilà, pour moi, c'était le bon pari. Éric Revel. J'ai l'impression Pierre Moscovici a décliné la proposition d'un grand Bercy. Il a décliné, enfin j'ai lu ça dans le journal qui était de référence qui s'appelle Le Monde, il a décliné. Bon. Mais si dans le gouvernement de François Bayrou, on se retrouve avec une majorité de LR, pardonnez-moi, mais ça ressemblera furieusement au gouvernement de Michel Barnier. Donc je crains
que le Béarnais subisse une Bérouzina. Vous voyez, une Bérouzina. Bravo. Ça serait pas de J'ai peau. entendu le brouillon tout à l'heure. Voilà, vous avez entendu le brouillon, parce que en fait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. S'il a une majorité de LR dans son gouvernement, bah, qu'est-ce qui se passera à terme? Peut-être pas sur le budget, peut-être sur un autre texte, bah, il sera censuré. Mais comme le Béarnais, adorateur d'Henri IV, est un homme, sinon de conviction, en tout cas de tempérament, moi je vous fais un pari. Qu'il n'attendra pas, s'il est sûr d'y passer, il n'attendra pas la censure, il fera mettre un deuxième genou à terre à Emmanuel Macron en démissionnant. Troisième mot, gastronomie. Le Los Angeles Times a réuni le gratin de la restauration, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le journal organisait il y a quelques jours une mondanité consacrée aux 101 meilleurs restaurants de Los Angeles. Attention donc, faut pas se louper côté table sur un tel événement qui réunit du beau monde. Le Los Angeles Times avait donc dégainé les huîtres, et là c'est le drame. Oui, un peu comme sur le bateau de luxe du film No Filter, environ 80 convives disent avoir été atteints de ce type de joyeuseté, vomissements, diarrhée, gastro. Oui, je vous l'avais promis qu'on allait parler gastronomie. Le Los Angeles Times, en tout cas, se trouve plutôt mal à l'aise face à ces révélations, moins glamour que l'intention de départ. Nous organisons des événements culinaires depuis de nombreuses années. Nous prenons la sécurité alimentaire très au sérieux, assure le porte-parole du journal. On rappelle que c'est aux États-Unis, pas en France. Vous pouvez y aller, sinon les ostréiculteurs vont pas être très contents de que j'ai traité ce sujet. Une motion de rejet. Allez, merci beaucoup, Félix pour un Mathieu. un vomi, je veux dire. Les amis, c'est l'occasion pour vous, en tout cas, de gagner un joli cadeau, de le remporter. C'est le Grand Sapin Sud Radio pour Noël. Vous allez peut-être gagner un an de lingerie chez Etam, Philippe. Dès que j'entends parler de lingerie, il y a un problème. Lingerie Etam, votre casque Bluetooth offert par Sud Radio, par la Confédération des buralistes de France. Et puis donc pour ça, c'est 0826 300 300. Allez, Éric Revel, un chiffre entre 1 et 15. 8754. Non, je rigole. 15. 15e appel au standard, et on espère que ce sera vous, bien sûr. On revient dans un instant avec la suite des vraies voix, avec cette information. Retour sur le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Le verdict est attendu donc ce soir, avec des réquisitions jugées trop clémentes par les parties civiles. Alors, parlons vrai, pensez-vous que ce procès peut servir d'exemple? Est-ce que ce procès va influencer le procès des assassins de Dominique Bernard? Et à cette question, verdict du procès Paty attendu ce soir, y a-t-il un problème d'interprétation des faits vu les réquisitions? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et Stéphane Simon sera avec nous, auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty chez Plomb. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre, et merci de votre fidélité autour de cette table. Philippe Bilger avec Éric Revel et Mickaël Sadoun, et Philippe David, bien entendu, avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, 0826 300 300. On vous entend tout de suite pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mon frère a été décapité donc en 2020. Samuel Paty va être poignardé puis décapité par Abdullah Kanzorov. Sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation, sans médiatisation, pas de crime. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé. Il y aura un avant et un après Samuel Paty. Sauf que le après, c'est totalement absurde, parce qu'à l'heure actuelle, avec toutes les offensives qui sont menées, on est dans le pendant. Verdict ont donc attendu ce soir au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les parties civiles dénoncent des réquisitions jugées trop clémentes, 18 mois de sursis et 16 ans de réclusion criminelle pour les 8 accusés, avec une demande de requalification à la baisse pour 4 d'entre eux par le parquet antiterroriste. Alors parlons vrai, est-ce que les peines qui seront prononcées ont pour but d'être ou pas dissuasives? Parlons vrai, est-ce un procès qui fera date? Et à cette question, verdict du procès Paty attendu ce soir, y a-t-il un problème d'interprétation des faits vu les réquisitions? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Stéphane Simon est avec nous, directeur de la publication du nouveau magazine Affaires criminelles et auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty chez Plomb, et qu'on retrouve bien entendu le samedi entre midi et 13h. C'est l'affaire
dans l'affaire sur Sud Radio. Stéphane Simon, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors décidément, Philippe Bilger, les procès se succèdent avec un problème justement où les réquisitions finalement posent des problèmes. Alors, d'abord, malgré l'excellente question de Sud Radio, j'ai toujours des scrupules, en tant qu'ancien avocat général, à donner une perception sur la nature des réquisitions, dans la mesure où, par définition, nous n'avons pas assisté au procès. Et je l'ai suivi, certes, dans la presse, mais pas autant que je l'aurais fait avec d'autres. Deuxième élément, j'essaye d'analyser... Deuxième élément, Cécile, vous l'avez évoqué... En réalité, j'ai connu très peu de procès où les parties civiles ont été véritablement heureuses des réquisitions du parquet, sauf lorsqu'elles atteignaient un maximum qui était inévitable. Troisième élément, je crois comprendre que ces réquisitions ne sont pas faibles, malgré l'attachement que j'ai pour la vie de la sœur de Michael Paty, et pour ceux qui l'entourent, mais je me demande si le parquet n'a pas été techniquement obligé de disqualifier la complicité d'assassinat en association de malfaiteurs parce qu'il pouvait craindre un acquittement sur la complicité d'assassinat. Et je me demande si... Et donc, on renvoie à l'association de malfaiteurs, qui est moins importante, mais qui était peut-être la voie de secours judiciaire dont il estimait nécessaire de servir. Éric Revel. Écoutez, non, je me rends à l'avis judicieux et très éclairant. J'avais pas vu les choses comme ça, monsieur le procureur, de Philippe Bilger. Moi, j'ai rien à rajouter. On a tous eu cette réaction de trouver les réquisitions un peu légères, mais je trouve que votre propos, cher Philippe Bilger, est très éclairant. Donc, je m'y range. Modestement. Michael Sadoun. Moi, j'ai vu les réquisitions, elles me choquent pas particulièrement, mais il y a toujours deux manières d'évaluer les réquisitions. Soit on les évalue purement techniquement, je dirais, du point de vue de la loi. Est-ce qu'elles suivent les textes? Et ça, je pense que c'est le point de vue de Philippe Bilger qui s'exprime et qui est un point de vue d'expert. Après, il y a évidemment un point de vue moral que n'importe qui peut ressentir. Est-ce qu'il y a une disproportion, simplement, entre la gravité qu'on estime de l'acte et la lourdeur de la sanction qui est infligée? Pour ma part, en l'occurrence, je ne dirais pas ça. Je le dirais plus dans le cas d'Anzorov que dans le cas de tous ses complices, parce que personnellement, pour un cas comme ça, je serais pour une perpétuité réelle, qui n'existe pas vraiment en France. Donc voilà. Stéphane Simon est avec nous. Oui, je voulais juste poser une question à Philippe Bilger. Comte Sponville, à propos de l'économie, il est marché, dit l'économie n'a pas à être ni morale ni immorale, elle est amorale. L'économie. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la justice? Je dirais non, et là je rejoins Michael, non pas que j'approuve forcément le regard... Donc il doit y avoir une notion de morale dans les peines infligées aux criminels. Je crois, il faut espérer d'ailleurs que parfois le droit et la morale se rejoignent. Oui, bien sûr. Stéphane Simon, directeur de la publication donc, du magazine Affaires criminelles, vous avez écrit ce livre, Les derniers jours de Samuel Paty, donc vous êtes très proche de sa sœur Michaela. Elle a dit quelque chose ce matin, elle a dit: ils ont rejeté la notion d'engrenage, ils ont plutôt pris le parti de l'enchaînement causal. Ça veut dire que finalement, d'abord c'est intéressant d'expliquer la nuance, mais est-ce que c'est ça qui a pu faire à un moment donné basculer ce procès? C'est pas évident. D'abord, il faut dire une chose, c'est que les réquisitions, bien les juges qui sont des magistrats professionnels ne vont pas être obligés de les suivre. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise d'ici quelques heures. Je rappelle quand même que le verdict va être connu aux alentours de 20 heures, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Pour l'instant, les réquisitions semblent un peu en deçà de ce qu'espéraient les parties civiles. Si vous voulez, le problème principal, c'est que l'assassin, Abdullah Anzorov, eh bien, il est mort le jour J, puisque la police est intervenue et a mis fin à ses jours dans une fusillade dont on se souvient peut-être la nature. Mais si vous voulez, ce qui est assez gênant dans ce procès, malgré tout, c'est que les peines pourraient être, les réquisitions auraient pu être plus fortes. Je vais vous donner un exemple. Priscilla Mangel, qui est une femme qui a joué un rôle véritablement sur les réseaux sociaux de courroie de transmission entre le père et la famille de la petite menteuse,
le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, et puis le tueur Abdullah Kanzorov dont on vient de parler, elle lui a adressé 70 messages. Eh bien, elle est arrivée à la cour libre, elle a comparu libre, et puis les réquisitions, elles sont extrêmement faibles. 18 mois de prison assortis d'un sursis probatoire pendant 3 ans, vous voyez que ça peut se transformer en rien du tout. Elle peut ressortir libre aussi ce soir. Alors on a focalisé évidemment sur le père de famille et sur Abdelhakim Sefrioui, le militant islamiste qui est fiché S, qui est compromis dans un nombre incroyable d'histoires. Mais il faut regarder aussi à la périphérie de cette affaire. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce procès, c'était un procès espéré pour que stoppent les violences contre les professeurs aussi. Ça doit être un coup d'arrêt très fort, très symbolique, pour dire qu'on ne peut pas en France continuer à exécuter des professeurs, les décapiter, que si vous voulez, il faut que, évidemment, c'est pas une affaire d'agression comme les autres, celle-ci, c'est une affaire où, si vous voulez, où on juge aussi les progrès de l'islamisme politique dans l'école et que l'on espère pouvoir donner un coup d'arrêt. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce procès, et c'est pour ça qu'il y a une attente très forte. Mais Stéphane Simon, pourquoi la jeune fille qu'on appelle la petite menteuse, qui visiblement, d'après moi, ce que j'ai appris ce matin, le jour où elle a appris la décapitation de Samuel Paty, elle a enlevé son voile et aujourd'hui elle est contre son père. Donc lui, il a fait passer pour une. Je vous arrête parce que là vous confondez la fille du militant islamiste dont je parlais à l'instant, Abdelhakim Sefrioui, qui elle a véritablement dénoncé les agissements de son père et finalement lui fait porter une très grosse responsabilité, mais elle n'a rien à voir avec. Ah d'accord, ok, pardon, donc j'ai mal compris. La petite menteuse, elle, elle a été jugée lors du procès à huis clos pour les mineurs, et elle a été jugée simplement pour dénonciation calomnieuse, et donc autant dire qu'elle a pas eu grand-chose, mais c'était compliqué de qualifier ces faits autrement. En tout cas, on a eu droit à une justice assez clémente pour les mineurs, mais ça peut se comprendre encore, puisqu'en France, c'est comme ça. On n'aime pas condamner très lourdement les mineurs. En revanche, on espérait que le procès des majeurs, de tous ceux qui sont dans cet engrenage terrible, serait exemplaire. Et il y a un risque très fort ce soir que ce ne soit pas le cas. Philippe Bilger, Stéphane, la question de Sud Radio est intéressante parce qu'elle posait aussi l'interrogation sur le prochain procès de Bernard. Et est-ce que j'ai tendance à penser que malheureusement chaque décision criminelle est enfermée dans une sorte d'autarcie et qu'elle n'aura pas d'incidence, d'influence même positive sur le prochain procès. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas? Voilà, c'était ma question aussi. Les grands esprits se rencontrent. Je pense malheureusement que vous avez tous les deux raison de penser cela. Je pense que le procès de Dominique Bernard sera très différent, puisque là, on aura l'auteur des coups mortels qui comparaîtra face au juge. Et qui lui risque la perpétuité réelle. Voilà. Mais si vous voulez, dans ce procès, ce qui était intéressant dans le procès de Samuel Paty, c'est de voir ce que l'on fait des auteurs d'une fatwa. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de juger des hommes qui ont activé les réseaux sociaux pendant 11 jours avec des vidéos qui désignaient Samuel Paty, qui le traitaient de voyou, qui demandaient son renvoi et puis qui appelaient des croyants, je dirais, convaincus qu'il fallait en finir avec, d'une certaine façon, avec Samuel Paty. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui appellent à la haine, quelque part, qui vont être à l'origine de la démarche de l'islamiste qui va tuer, qui va porter le coup mortel? Si vous voulez, c'est un peu comme dans l'affaire de Salman Rushdie. On avait une autorité religieuse d'un côté et puis des auteurs de coups de couteau à New York. Vous vous en souvenez de cette affaire? Et là, c'est un peu la même chose, sauf que Samuel Paty, il est mort. Et ces hommes, ils ont quand même une responsabilité d'avoir prononcé une fatwa numérique quelque part. Stéphane Simon, ça revient à ma question de tout à l'heure. Ça veut dire que là, en fait, chaque élément est décorrélé de l'autre, alors que c'est un engrenage, en fait. C'est l'un qui pousse l'autre.
C'est exactement ça. Il y a un engrenage qui est terrible, c'est qu'il y en a, si vous voulez, il y a une petite menteuse qui fait croire que Samuel Paty a demandé à des élèves de musulmans de sortir de classe, ce qui est faux, on le sait. On a une principale qui ne va pas avoir, je dirais, la capacité à résister. Elle a un peu peur face aux pères de famille qui débarquent avec assisté du faux imam, du faux chef des imams de France. Ces deux-là qui vont faire de la retape numérique en pointant du doigt Samuel Paty et en disant qu'il faut mettre fin à son cours. Et puis, à 80 km de là, vous avez un garçon qui cherche à faire son djihad. Il ne sait pas encore exactement de quel côté il va s'engager. Et il va voir sur les réseaux sociaux d'autres militants islamistes qui attisent. Et tout ça va faire la tragédie qu'a connue Samuel Paty. Mais Stéphane Simon, on parle dans cette question, y a-t-il un problème d'interprétation des faits? Est-ce qu'il n'y a pas un certain relativisme, y compris dans certains médias? Moi, j'avais poussé un coup de gueule il y a quelques semaines sur le journal Le Monde qui qualifiait Brahim Chnina de papa poule. Est-ce que ça pose pas de question quand même, ce relativisme médiatique qui pourrait s'ajouter au relativisme judiciaire? Vous savez que le pire, c'est quand vous avez... Moi, je suis allé plusieurs jours au procès et ce qui est absolument terrible, c'est que les journalistes, parfois, tombent, je dirais, complètement sous le charme de ce qui est dit à la barre. Or, vous aviez des professionnels du mensonge, quelque part, qui étaient là, qui ne sont responsables de rien et qui sont victimes de tout. Donc, le père de famille, il était victime des mensonges de sa fille, il est aussi victime de la principale qui a oublié de lui dire que sa fille avait menti, il est même quelque part victime du système, vous savez, du bloc de correspondance qu'on appelle le NT avec l'école, parce que il n'a pas été capable de lire convenablement ce qu'il y avait. Et puis il est victime aussi de l'islamophobie. Donc vous avez des gens qui renversent totalement la charge et qui se posent en victime de l'islamophobie, et des journalistes qui vont trouver que Brahim Chnina, qui est un type qui a élevé 6 enfants, mais quand on dit élevé, il faut vraiment mettre des grosses guillemets à ça, qui est incapable de voir, qui sait que sa fille est une élève problématique depuis des années, mais qui va croire sur parole sa fille et qui va pas écouter la principale. Vous voyez, et on va dire que c'est un papa poule. Non, c'est pas un papa poule, c'est un père déficient sur le plan d'éducation. C'est totalement différent. Donc je vous rejoins, Philippe David, quand vous dites qu'il y a des journalistes, surtout quand on se prétend journaliste d'un grand quotidien du soir, eh bien, on fait un peu plus attention aux propos qu'on rapporte. Oui. C'est lui, c'est ce type-là qui s'est présenté comme un papa poule. Mais enfin, on n'est pas obligé de prendre argent comptant tout ce que raconte ce type à la barre. Un dernier mot, Stéphane Simon, est-ce que vous êtes confiant quand même ? Pas tellement, pour vous dire la vérité. J'ai vu hier Michael Paty qui faisait pas très bonne figure et qui vit dans une forme d'appréhension, parce que elle m'a répété hier, ça m'a beaucoup ému quand elle m'a parlé de son neveu, le fils de Samuel Paty, qui s'appelle Gabriel. Gabriel, il a 10 ans aujourd'hui, à peine 10 ans, il est venu à la barre et il a dit: j'aimerais que pour mon papa il y ait vérité et justice. Et elle me disait: mais tu te rends compte, pendant ces 7 semaines d'audience, nous n'avons pas eu la vérité, puisqu'aucun n'a véritablement regretté ces faits, à part je dirais, vous voyez, un peu de comédie. Et puis, eh bien, j'ai peur que nous n'ayons pas justice. Et là, je me dis, mais cette femme qui se bat depuis 4 ans maintenant, eh bien, elle risque d'être fort déçue. Et quand elle va rentrer chez elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle va raconter à ses enfants? Merci beaucoup, Stéphane Simon, directeur de la publication du magazine Affaires criminelles, qui sort là, qui est là. Je l'ai dans les mains, avec en couverture la disparition inquiétante de Delphine Jubilard. C'est le premier numéro, en tout cas un dossier des disparitions inquiétantes. Vous avez publié aussi, je rappelle, le livre Les derniers jours de Samuel Paty chez Plomb. Et puis on peut vous retrouver sur Sud Radio, puisque vous connaissez l'émission maintenant, L'Affaire dans l'Affaire. C'est tous les samedis. Très bonne émission. De minuit à 13h. Excellente émission. Excellente émission, exactement, qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Dans un instant, c'est comment je vais dire, c'est une montagne. C'est une montagne. Ah, c'est pas le Kiki? Ah bah si, ça reste une montagne. Il y a l'Himalaya, comme dit la Bayrou. Voilà. On est devant l'Himalaya. C'est ça. Là, c'est l'Everest, l'Acmé. Et Sandra sera avec nous dans quelques instants, puisqu'elle va concourir contre vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table de la mauvaise foi, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il a, Eric Revel? Alors Eric Revel, c'est le mec quand même, c'est en fait, soyons clairs, c'est une tronche, forcément. Oui, c'est une tronche. C'est une sommité dans ce ça. La chute va être terrible. Et quand vous le connaissez dans la vraie vie, en fait, c'est un gamin de 4 ans. Voilà. Et qui sait chanter. Et qui sait chanter très bien. Voilà. Et on adore. Et on adore. Et c'est comme Philippe Bilger. C'est-à-dire que sont des. Moi, j'adore ces êtres, enfin, en l'occurrence Eric. Voilà. Mais Mickaël n'est pas très éloigné. Il cache son jeu. Petit canaillou, va. C'est juste que je suis pas une tronche, mais j'ai le côté gamin de 4 ans. Si. Ah, bah, si, vous êtes une tronche. Oh, oui. C'est pas comme nous. Nous, on est tronche, mais en biais. Tout Sandra. Oui. La baronne de la tronche en biais. Voilà, c'est ça. Sandra, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. C'est à vous de lancer le jingle, Sandra. C'est parti pour Qui l'a dit. Sud Radio, le quiz de l'actu. Ça rime. Et on commence par une question. Qui c'est qui l'a dit à un point, facile, fastoche. Vous êtes content d'être en France parce que si ça n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Macron. Bonne réponse de Sandra. Sandra, one point. Qui l'a dit à 2 points. Quelle est la stratégie de François Bayrou? Personne n'y comprend rien. C'est nous qui passons pour les cons de la politique qui est en train d'être menée. LFI, je dirais à l'autre bout de l'échiquier politique. Bardella. Non. Allez-y. Marine Le Pen. Non. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Chenu. Bonne réponse. Mickaël Sadoun a été plus rapide. Et il est rapide, ce Mickaël. C'est fou. 2 points pour Mickaël Sadoun. Je serai très attentif à la triche de Philippe Bilger. On va regarder le dopage. Il est hyper mnésique. Question, qui c'est qui l'a dit? Sandra, écoutez bien. On ne peut pas prôner la stabilité le lundi, faire tomber le gouvernement le mardi et crier à l'immobilisme le mercredi. Bayrou. Non, c'est une femme. C'est une femme qui a été ministre. Bonne réponse, Friska Thévenot. Non. Friska Thévenot ici. Eric, vous ici. Ici. Non, pas ici. Non, c'est pas elle était là cette semaine, mais c'était pas ici. Ça compte tout de même. Arrêtez de parler tous en même temps. Parce qu'il faut donner le média où la personnalité a dit ça aussi en plus. Qui c'est qui l'a dit, s'il vous plaît? Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Tous les partis auraient dû être invités à Matignon hier autour de François Bayrou. Sandra. Je dirais Sarko. Non, Benami. Bonne réponse de Philippe Bilger et c'était ce matin sur Sud Radio. Il a eu raison de le dire. Chez Jean-Jacques Bourdin. Question qui c'est qui l'a dit? Bah c'est bien. Merci. On va vous filer 4 points de plus, tiens, pour la peine. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. La question de la censure, elle ne se pose pas sur le gouvernement en tant que tel. Sinon, c'est vraiment un délit de gouvernement. Sandra. Aucune idée là. Allez-y. Pourquoi vous levez la main et vous répondez pas? Il a été ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau. Bonne réponse. Oui. Il est fou. Je m'étonne moi-même. Les jeux rendent les gens dingues. Non, mais ministre de l'Agriculture. Oui, c'est vrai. On devrait partager. Il y avait Stéphane Travert aussi. Oui, et puis il y en a eu d'autres. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Bruno Retailleau est pour nous un motif de censure à lui tout seul. Coquerel. Non. Tondelier? Oui, bonne réponse de Mickaël Sadoun. Voilà. Marine Tondelier. Écoutez, c'est sérieux. On en est où? Éric Revel, 6 points. Bravo. Mickaël Sadoun, 5 points. Philippe Bilger, 2 points. Et Sandra, 1 point. La prochaine réponse, c'est le pape François. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Bah oui, c'est fini. Les meilleures choses ont été faites. Bravo. Sandra. Tout le monde est gagné. On vient de le dire, Éric Revel. Oui, mais Eric Touzal n'a pas dit sur quel média vous rendez compte que... Excusez-moi, messieurs, vous n'avez pas gagné puisque Sandra s'est mise en retrait pour vous faire plaisir. C'est gentil, Sandra. Non, mais je vous rappelle quand même que j'ai commencé le qui l'a dit à -15. Et je termine là, quelques semaines plus tard, à +6. Ouais. Il va falloir tenir la note en 2025. Ça mérite un contrôle antidopage. Sandra, qu'allez-vous faire pendant ces fêtes de fin d'année? À part penser à nous. Alors, je vais regarder sur le sapin, voir s'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, ou sinon j'attendrai les fusions de l'Esprit Saint au mois de juin à la Pentecôte pour changer l'Assemblée nationale. Voilà, et vous savez ce qu'on dit, l'espoir fait vivre, ma chère Sandra. Merci, en tout cas, on vous fait de très très gros bisous. Merci d'avoir joué Sandra. avec nous. Dans un instant, le journal, la météo et le coup de gueule de Philippe David.
Ah, la transition écologique devient littéralement surréaliste quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous allez voir, c'est surréaliste. Appelez-moi Marine Tondelier. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis éditorialistes, la récré est finie. On retourne à l'antenne avec Philippe Bilger, avec Michael Sadoun, Éric Revel, bien sûr Philippe David, ensemble jusqu'à 19h. Et vous, 0826 300 300. Et ce numéro de téléphone qui vous permet de laisser des messages que nous écoutons. Bonsoir Sud Radio, Hakim, bonjour. Moi, je voulais juste vous laisser un petit mot sur les procès des viols de Mazan. Moi, il y a une question à laquelle personne n'a jamais répondu pour moi. C'est comment se fait-il qu'elle soit passée entre les mailles des filets médicaux? Comment se fait-il que la justice n'ait pas demandé aux médecins qui l'ont vue, parce qu'elle a bien vu des médecins, j'imagine, cette personne. Comment se fait-il que tout ça, ça a été passé comme ça dans les mailles du filet? Je veux comprendre ça. Et je veux que quelqu'un pose cette question. Comment se fait-il que ceux qui l'ont vu n'ont rien dit? Et pourquoi les médecins qui l'ont vu n'ont rien dit? Pourquoi ils n'ont pas comparu? Point. Et ce bordel autour de cette dame, cette iconification, honnêtement, elle mérite mieux que ça. Voilà. Allez, bon Noël, salut. En tout cas, on en a parlé déjà hier sur oui, et puis la question de l'auditeur peut apparaître pertinente, mais il faut bien voir qu'à l'époque, non seulement le comportement du mari était irréprochable lorsque son épouse allait voir les médecins, et deuxième élément, personne ne songe naturellement dans un couple qui apparaît à l'extérieur comme honorable à soupçonner qu'il y a un processus criminel odieux. Ouais. Moi, je me suis souvent posé cette question. Alors, ça retire rien, évidemment, au martyr qu'a vécu Gisèle Pellico. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'en 10 ans, aucun médecin, aucune prise de sang, aucun gynécologue, aucun n'ait eu le moindre soupçon sur le calvaire que vivait cette femme? Et puis, je rajoute, mais je partage cette idée que a posteriori, Philippe Bilger, quand le procès a pris la tournure qu'il a pris, on aurait pu demander aux médecins traitants de Madame Pellico de venir témoigner à la barre. Bien sûr, ça, on aurait pu, non? Oui, mais alors ils auraient invoqué le secret. Et j'ai connu des affaires comme ça où le gars vient et il dit... secret médical. Secret médical. Ouais. Bon, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Écoutez, je vais aller à la mine. Vous allez aller à la mine, très bien. Et avant d'aller à la mine, restez un peu 2 secondes avec moi, puisqu'on va envoyer du bonheur à Annabelle qui est avec nous, qui nous appelle de Pau. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment va François? Il est occupé. Est-ce que c'est un bon maire? Oui, bien sûr. Il a transformé la ville quand même, non? Ouais. Tout à fait, oui, tout à fait. Je crois. Bien sûr. Alors, écoutez. Dit, François nous offre des chocolats aux enfants à l'école, donc il est gentil, François. Ah, bah voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Annabelle, si vous permettez, puisque vous êtes le 15e appel au standard, on va regarder ce qui a marqué, enfin, en tout cas, comme cadeau sous le sapin. Waouh! Une Rolls-Royce. Que c'est beau. Votre carte cadeau, écoutez bien, d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et de boîtes à montres jolies, pratiques et accessibles. Et vous allez en voir des petites, des grandes, des léopards, des moumoutes, des velours. Je parle bien entendu des boîtes. Philippe David, ne me regardez pas comme ça. Mais je n'ai rien sous-entendu. C'est pas le genre de la maison. Philippe Bilger, oui. Qui commençait déjà à transpirer. Annabelle, bien entendu, c'est un cadeau pour vous. J'imagine que vous allez le garder pour vous, non? Ah oui, je vais le garder pour moi. Oui, j'aime bien. Ah oui. En tout cas, vous pouvez retrouver, en attendant de le recevoir, vous pouvez retrouver bien sûr sur maison-scarlett avec 2t.fr. C'est un très joli cadeau, 200 €. En plus, c'est une jolie somme pour Noël. Ah oui, c'est super. Je suis ravie, merci beaucoup. Et vous allez faire quoi à Noël, justement?
Et bien là, on est en route pour une semaine de vacances avec mon compagnon et les enfants, Gabriel et Sacha. Ah bon, on les embrasse. Vous allez où, sans indiscrétion? C'est le nom de mon chat. Axe-les-Thermes. Ah, dans l'Ariège, bien sûr. Voilà. Sacha, c'est le nom de mon dernier petit enfant. Alors, je suis ravi. Ouais, mais moi, c'est le nom de mon chat, Philippe. Oui, mais justement, c'est ce qui nous distingue. Annabelle, on vous fait des gros bisous. On embrasse tout le monde dans la voiture. Faites attention sur la route. Soyez prudents. Et puis, on vous souhaite de très bonnes vacances, de très belles fêtes de fin d'année. Dans un instant, à Bonascre. le coup de gueule de Philippe David. Et on fait une petite pause. À tout de suite. On va aller au charbon. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. Merci en tout cas d'être là tous les jours et on est ravis de vous accompagner, surtout si vous êtes sur la route des vacances ou de la famille par exemple. Attention à vous, Philippe Bilger est avec nous. La route des vacances. Ouais, Michael Sadoun. Toujours. Éric Revel. Éric, une petite chanson, non? Avoir toujours le teint blafard à force de se coucher tard. Voilà ce que c'est qu'être star. Être toujours de bonne humeur, quel que soit le moment et l'heure. Et même si tu as le cafard. C'est vrai. Voilà, magnifique. Alors je je trouve que pour introduire entre guillemets Philippe David, on a failli l'orgasme après l'orgasme. Allez, le coup de gueule de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village pour un coup de gueule qui aurait pu, il y a quelques années, se tenir dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, à Gardanne, à Decazeville ou à Carmaux, mais qui ne peut plus s'y tenir aujourd'hui puisque toutes les mines de charbon ont fermé en France il y a des années. Pourquoi parler charbon ? Parce qu'une information est tombée en milieu de semaine, passée quasi inaperçue, qui nous apprend que le monde n'a jamais autant consommé de charbon qu'en 2024, avec une consommation, accrochez-vous bien, de 8 milliards 771 millions de tonnes. À elle seule, la Chine a produit 4 milliards 6 de tonnes, avec un pic en novembre à 14 millions de tonnes par jour pour une consommation de près de 5 milliards. À titre de comparaison, quand des mines de charbon produisaient un peu partout en France, le record de production avait atteint un peu moins de 59 millions de tonnes en 1958, c'est-à-dire 4 jours de la production chinoise aujourd'hui. Et je n'en peux plus qu'on enquiquine les Français, pour rester poli, avec les contraintes écologiques en veux-tu en voilà, à coup de taxes carbone, de zones faibles émissions, de vignettes critères et autres joyeusetés qui nous pourrissent la vie. À quoi bon interdire aux Français qui n'ont pas les moyens de changer de voiture de rentrer dans les ZFE avec leur vignette critère 3 à compter du 1er janvier prochain ? À quoi bon vouloir imposer la voiture électrique dans toute l'Europe, voiture inabordable pour un grand nombre de foyers, si pendant le même temps la Chine et l'Inde consomment plus de 6 milliards de tonnes de charbon à elles seules, le charbon étant l'énergie la plus productrice de CO2 au monde. Pire, si on en croit les experts, la consommation devrait continuer à augmenter au moins jusqu'en 2027, ce qui augure une nouvelle augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, ce seront encore et toujours les Français qui seront taxés et culpabilisés quand on leur parlera de changement climatique, en leur disant qu'ils doivent montrer l'exemple, en se serrant encore et toujours plus la ceinture. Mon cher Philippe, vous n'avez jamais peur d'aller au charbon. Mais puis-je vous demander, sérieusement, qu'est-ce que vous tirez de ce coup de gueule? Ça veut dire que le monde entier se fout complètement des efforts écologiques et la Chine, l'Inde, les États-Unis, etc. continuent à exploiter le charbon et qui est l'énergie fossile la plus productrice de CO2. Alors je veux vous dire, si 68 millions de Français font des efforts, mais qu'1,5 milliard de Chinois et 1,3 milliard d'Indiens n'en font pas, je peux vous dire que c'est comme si on pissait dans un violon. Excusez-moi, mais là je suis tellement énervé que ça me met hors de moi. Oui, non, mais cette absurdité se décline même au niveau européen, puisqu'on voit bien que l'Allemagne, dans tous les processus de taxonomie verte ou de requalification de certaines énergies, se débrouille pour que le nucléaire soit exclu des subventions et de l'intérêt que porte l'Europe à ces énergies, ce qui fait qu'en fait on devient un continent de moins en moins écologique, sous couvert de réguler en fait des comportements quotidiens des citoyens qui en réalité emmerdent tout le monde. Et pire, l'Allemagne a même autorisé la rouverture de mines, de centrales à lignite qui polluent encore plus que le charbon. Je ne sais pas si vous suivez les tweets de Maclesguy qui sont très intéressants sur la question et qui parfois met des tweets du genre ce matin les éoliennes et les panneaux solaires n'ont pas fonctionné en Allemagne, ce qui a fait en fait que le charbon est obligé de remplacer un peu ces énergies.
énergie, et donc ils produisent une énergie extrêmement carbonée, beaucoup plus carbonée que la nôtre évidemment. Éric Revel. Oui, puis je prolongerai votre réflexion, mon cher David, Philippe. Je vais vous dire, jetez un petit coup d'œil dans les mémoires de Madame Merkel, qui viennent de sortir en français. Et vous verrez la façon dont on s'est fait, alors c'est moi qui le dis, j'emploie un verbe un peu fort, dont on s'est fait torcher par les Grünen allemands avec la complicité des Verts allemands, avec la complicité de l'industrie allemande, notamment automobile. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Soyez les bienvenus, merci en tout cas d'être avec nous, avec autour de la table Eric Revel, Michael Sadoun, Philippe Bilger, Philippe David bien entendu, et vous au 0826 300 300. En attendant le tour de table de l'actu des vraies voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et c'est de Michel Sardou que vous voulez parler, mais pas pour chanter, Philippe Bilger. Oui, alors à chaque fois que j'interviens dans un moment important, mon coup de curiosité ou coup de gueule, Eric Revel fait un bruit intempestif que j'adore. Et donc je suis totalement déconcentré. Non mais Michel Sardou a donné un entretien à Nathalie Renoux, au demeurant une jeune femme, une femme que j'adorais à une certaine époque. Elle présentait le journal de la 6, si je ne me trompe pas. Et avant, elle était sur LCI, mon cher Philippe. Elle était excellente. Et l'entretien avec Michel Sardou était très intéressant. On peut tout dire de ce chanteur. Il a la qualité d'être conservateur, voire réactionnaire, mais en même temps, il a un mélange d'idées assez contradictoires, sauf une qui a dominé, de mon point de vue, son propos. Il a dit à propos d'Emmanuel Macron, pardon pour la grossièreté qui va choquer Eric, bien sûr, et tout le monde, c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. Et c'était assez paradoxal dans la mesure où, dans la suite de l'entretien, il disait aussi que les Français étaient coupables, qu'ils se divisent depuis les Gaulois. C'était un salmigondi tout à fait intéressant, mais avec cette phrase clé, c'est bien fait pour sa gueule. Et aussi discutable que soit la grossièreté, ça n'est pas complètement faux. Michael Sadoun. J'arrive pas à voir exactement. Tu lui reproches donc d'avoir dit bien fait pour sa gueule. Ouais. Non, je lui reproche pas. Je dis qu'il a eu raison. Ah, d'accord. Bon, je pensais que tu condamnais sur la forme. Vous n'aimez pas la grossièreté. Absolument. À côté de ça, il y avait beaucoup de choses. Oui, alors moi, je suis pas d'accord sur le fond. Moi, j'ai tendance à responsabiliser d'abord les Français. Je suis souverainiste. Je pense que le peuple est adulte. C'est lui qui vote. C'est lui qui décide de son destin. Donc, il a mis Emmanuel au pouvoir. Je pense que j'aurais presque tendance à dire, désolé de le dire, c'est bien fait pour leur gueule parfois. C'est-à-dire ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui aujourd'hui reviennent en arrière en disant il devrait démissionner, etc. Désolé de le dire comme ça, hein, c'est peut-être un petit peu vulgaire. Mais j'ai tendance à plus responsabiliser le peuple que les élus qui, eux, de toute façon, sont dans un jeu politique où pour gagner, ils doivent flatter le peuple. Eric Revel. Je chante un truc, non? De Sardou. Non. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est l'idée. C'est l'idée. Bah, bien sûr. Non, mais en fait, Sardou, il a une grande qualité, je trouve. C'est que c'est une star et en même temps, il a gardé, d'une certaine manière, la façon de penser et de s'exprimer de bien des gens dans ce pays. Oui. Parce qu'en fait, quand vous avez le chef de l'État en face, ce serait évident que Michel Sardou lui dirait pas une telle chose. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent ça. C'est-à-dire qu'on est dans tellement de crises à la fois que, bon, alors finalement, il ne fait que mettre les mots qu'on peut employer dans d'autres situations sur la réalité présidentielle. Privée, peut-être. Moi, je trouve. Alors après... est-ce que c'est choquant de parler comme ça au président de la République? Moi, j'ai une autre idée du statut de chef de l'État. Mais est-ce que Emmanuel Macron partage mon avis sur le statut du chef de l'État? J'en doute de plus en plus. Allez, les amis, il faut qu'on passe tout de suite parce qu'on a très peu de temps. Le Noël des chrétiens syriens. Oui, je voulais vous dire un mot parce que donc le régime de Bachar al-Assad est tombé. Vous savez que c'était la secte alawite qui était au pouvoir. Alors tortionnaire, dictateur, il n'y a pas de doute. Vous savez, l'alaouisme s'inspire à la fois de l'islam et du christianisme. Et d'une certaine manière, les chrétiens syriens qui sont en voie de disparition comme les chrétiens d'Orient, en fait, étaient plus ou moins protégés. On va fêter Noël, donc je vais avoir une pensée pour les chrétiens d'Orient et pour les chrétiens syriens qui sont passés en l'espace de 15 ans de 8-10% de la population syrienne à 2%. Voilà, joyeux Noël à eux. Et ces chrétiens-là, Bachar ne les défendait pas, je crois. J'ai entendu...
Mickaël, non, mais rien à ajouter, évidemment. Non, voilà, ça vous laissera un peu de temps, Mickaël Sadoun, pour revenir sur le. Je lui donne une minute. Je vais faire très vite le aussi. Cumul des mandats. François Bayrou a relancé le débat sur le cumul des mandats. Il y est favorable, après visiblement y avoir été défavorable il y a quelques années, mais c'est pas le fond de ce que je voulais dire. Moi, personnellement, je suis favorable. Bien sûr, on peut changer d'avis tant que c'est argumenté. Je suis plutôt favorable, moi, au rétablissement du cumul des mandats pour 2 raisons principales. D'abord, une raison politique. Ça connecte évidemment la politique locale à la politique nationale et je pense que ça ferait pas mal de bien, non seulement aux élus, parce que c'est une école de formation aussi, la politique locale, mais aussi aux électeurs, parce que ça les reconnecte, je dirais, à ce qui se passe au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et aussi, je donnerai un argument de type économique. Je sais il n'est pas de bon ton de dire ça, mais les hommes politiques qui se lancent dans des carrières pourraient espérer des salaires plus élevés, puisque, en effet, la condition sociale d'homme politique s'est dégradée dans le temps. Donc je pense qu'en recumulant certaines fonctions, notamment maire et député, il pourrait y avoir des perspectives intéressantes qui attireraient des talents. Et moi, je veux qu'il y ait des talents dans la politique et au service de l'État. Après, il faut éviter la multiplication des vous ne croyez pas, Mickaël, qu'il y a des personnalités qui sont si désordonnées, si peu efficaces, qu'en réalité, il y a une des 2 activités qui perdrait? Oh, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je pense que la fonction d'homme politique est d'abord une fonction de représentation, déjà. Après, évidemment, il y a des choses très concrètes à faire quand on est au Parlement, etc. Mais je suis pas sûr. De toute façon, ils font régulièrement des allers-retours dans leur circonscription le week-end. Oui. Ça changerait rien de passer par la mairie pour faire les tâches administratives, quoi. Un petit mot, Éric Revel. Oui, moi je suis assez favorable aussi. J'aime bien l'idée que une partie de la classe politique. Au-delà de tous les problèmes qu'on vit, l'effondrement du niveau du député moyen, la bordélisation des gens de LFI, j'aime bien l'idée que on parle d'autant mieux d'un problème que l'on connaît et que l'on vit sur le terrain. Voilà, plus on a une déconnexion et moins donc les Français s'y retrouvent. Maintenant, est-ce que ça améliorerait la façon de fonctionner de l'Assemblée nationale? Je ne crois pas, parce que si vous vous souvenez quand même, quand il y avait 2 blocs, le bloc majoritaire votait comme des godillots, c'est-à-dire qu'ils ne votaient pas en fonction de ce qu'ils voyaient sur le terrain, ils votaient en fonction de ce qu'on leur demandait de voter. Mais j'aime bien l'idée quand même de rapprocher 2 mandats. Oui. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix et ce retour sur la visite, bien sûr, d'Emmanuel Macron à Mayotte. Face aux habitants, le président a donc défendu l'action de l'État tout en exprimant son agacement. Cette déclaration montre-t-elle finalement un agacement compréhensible ou un manque de diplomatie? Alors parlons vrai, ces propos vous semblent-ils à propos? Après les propos sur les Haïtiens, Macron est-il en roue libre? Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, lance Emmanuel Macron à Mayotte. Vous dites à 73% que c'est un dérapage et à 27% que c'est la vérité. Vous voulez nous donner votre avis? Le 0826 300 J'appelle 300. tout de suite. Attendez 2 minutes, Éric Revel. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Et faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Je ne sais pas si c'est que le 24 décembre avance et plus ça va dans cette émission, plus on parle de repas, de nourriture, de voilà. En fait, vous avez faim. Vous allez faire quoi le 24, Philippe? Manger. À dîner. Ah, alors oui, il va y avoir, je crois, du chapon. C'est bien. Ah oui, c'est bien. Philippe À moi, un buffet colossal. Foie gras, huîtres, escargot. Ah oui. Ça va être divin. Et ben nous, on va faire une espèce de mélange de Noël Hanouka, de Noël Ouka en fait, avec ma famille. Voilà, dans une ambiance très œcuménique, avec mon frère, sa femme et ma nièce. Donc je laisse à mon frère la responsabilité de nous préparer un excellent repas. Éric Revel. Écoutez, je ne sais pas, mais comme je serai sans doute en Charente-Maritime, s'il y a des huîtres. Et les amis, des huîtres. Ah oui, Marlène Oléron. Du crabe. Il aurait. Ah bah vous êtes à l'île de Ré, exact. Crabe. Oui. Voire araignée.
Tu mettras un peu de musique, tambour. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr. Ah, le crabe tambour. Et je vous rappelle qu'avec Philippe David, nous serons entre 19h et 20h là avec des chefs pour vous donner le goût peut-être, ou en tout cas avec le meilleur sommelier du monde. Oui, le meilleur sommelier du monde, notre ami Philippe Forbrat, que vous retrouvez tous les week-ends dans Invino avec cette joyeuse bande. Et on aura 5 chefs à 5 coins de France qui vous donneront les spécialités de Noël. On ira en Alsace, on ira dans le Luberon, on ira en Touraine, on ira en Champagne et on ira à Toulouse. Et comme on dit, un régal pour les papilles. Oui. Et vous connaissez les noms déjà? Bien sûr. Bien sûr qu'on connaît les noms. Michel Saran, Lionel Lasty à Kaisersberg. On aura le chef l'Allemand à Reims, 3 étoiles au Michelin. On aura à Tours, juste à côté de Tours, à Roche-Corbon, j'ai un trou. Et on ira également au Phébus à Gordes. L'hôtel des Roches à Roche-Corbon. Franchement, des pointures. Voilà des pointures. De resto gastronomique à 3 étoiles. Ça va être merveilleux. En attendant, le coup de projecteur de nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. S'il n'y allait pas là maintenant, on se serait enlisé. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Le président de la République, il a une mission quand il se rend sur ce genre de catastrophe naturelle, c'est d'apporter le soutien et la solidarité de la nation qu'il représente auprès de ceux qui ont tout perdu. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. C'est pas de rentrer en débat avec la population, et c'est certainement pas de donner des leçons ou d'engueuler, entre guillemets, les personnes qui l'ont introduit. Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. C'est la réalité. Et vous l'avez entendu, Emmanuel Macron sur la défensive à Mayotte. Il a défendu l'action de l'État tout en se montrant plutôt agacé face aux réactions des habitants sinistrés par le cyclone, avec une petite phrase qui n'est pas passée et inaperçue forcément. Alors parlons vrai. Avez-vous été choqué par ces propos? Est-ce que finalement Macron ne parle pas vrai quand on voit les milliers de Comoriens venir à Mayotte depuis l'indépendance? Et à cette question, si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, lance Emmanuel Macron à Mayotte. Vous dites à 73% que c'est un dérapage, à 27% que c'est la vérité. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, on l'a dit un peu tout à l'heure aussi, on sent que la voix d'Emmanuel Macron, on sent que en fait il est sur la défensive, il sait plus quoi faire en fait. Vous avez raison Cécile, et je reprends ce qu'a dit Éric Revel tout à l'heure, approuvé par Michael. Si tous les trois on est d'accord, c'est que vraiment la vérité est là. Normalement. Mais au-delà de cela... Vous avez un boulard, mais c'est ouf. Au-delà de cela, il ne faut tout de même pas exagérer la portée de ce propos d'Emmanuel Macron, que je trouve au demeurant sur le fond pertinent. Certes, il a éprouvé le besoin de faire un repli, je l'ai vu tout à l'heure, il dit « ceux qui m'insultaient, c'était des citoyens du RN, ils insultaient la France. » C'est dommage qu'il fasse un repli. On aurait pu comprendre que son émotion, l'exaspération devant ces assauts qui lui étaient adressés, la difficulté de la mission, pouvait le conduire à de telles dérives. Il n'aurait pas dû faire ce retrait. Mais bon, franchement, je lui pardonnerais ça. Ouais. Éric Revel. En fait, le chef de l'État, il fait du Michel Sardou. Vous seriez plus dans la merde. Mais oui, parce que je vais vous dire, d'abord, les deux questions sont pas exclusives l'une de l'autre. Ça peut être un dérapage et la vérité. Parfois, vous dites des vérités quand vous dérapez. Donc, en réalité, moi, je pense que le chef de l'État a tout à fait raison. C'est un département français, donc ce département, comme n'importe quel autre, doit avoir tout l'appui de la nation. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que si au lieu de vivre à Mayotte, il vivait à Anjouan, l'une des îles des Comores, je pense qu'il n'aurait pas le même niveau de vie, parce que l'immigration clandestine qui vient des Comores en direction de Mayotte, je rappelle que la maternité de la capitale est la maternité la première d'Europe. Absolument. Donc ça veut bien dire que beaucoup de gens ont intérêt à venir en France, et que si c'était pas la France, bien Mayotte serait sans doute dans une situation beaucoup plus compliquée. Vous savez, on parle jamais dans cette région qui est très cyclonique de ce qui se passe
au nord de Madagascar, à Diego Suarez, où chaque année vous avez aussi des cyclones. On n'en parle pas parce que c'est pas la France, mais les gens ils souffrent de la même manière. Donc je pense que Macron a raison de dire ça, même si c'est pour certains un dérapage. Et peut-être qu'un président ne devrait pas dire ça. Peut-être qu'un président ne devrait pas dire ça. Mais je reprends. À mon avis, il a pété son ressort psychologique. Il est tabou. Il est tabou. Mickaël Sadoun, en plus c'est un choix référendaire aujourd'hui d'être rattaché à la France. Oui, complètement. Il y a une volonté référendaire populaire. au pluriel d'ailleurs. Au-delà de ça, il y a évidemment des arguments économiques qui permettent de dire ça. Le PIB par habitant à Mayotte est de 11 600 €. Le PIB par habitant dans les Comores est de 1 100 €. Donc il y a une énorme différence économique, mais Emmanuel Macron n'est pas plus responsable de ça que du cyclone. Donc il n'y a pas non plus de quoi bomber le torse. Passé ça, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Il avait fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Bah oui, en 2019, l'hôpital, les nouvelles constructions clandestines, le droit du sol n'a toujours pas été remis en cause à Mayotte et on sait les conséquences que ça a. Social, économique, sécuritaire, l'offre de services publics, l'hôpital, toutes ces questions-là d'infrastructure, même d'accès à l'eau potable, n'ont pas été résolues sur place. Donc, il commence quand même à porter une part de la responsabilité longue que les gouvernants ont sur ce territoire-là. Donc, Mayotte, c'est la France. Nous en sommes fiers. C'est un avantage pour nous. Il y a une zone économique exclusive maritime qui est favorable à la France. Donc, il faut assumer ça économiquement et investir maintenant massivement. Le sujet fait réagir au 0826 300 300 direction l'Essonne. Bonsoir Achour. Bonsoir Achour. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix vous écoutent. Ah bah alors voilà, donc Monsieur Macron a tout à fait raison. Et pour moi, ses paroles sont vraies. Il parle vrai. Il n'y a pas d'hypocrisie. Et puis d'un côté, j'ai envie de dire, ils ont bien cette immigration qui est arrivée sur Mayotte, ils l'ont bien voulu eux-mêmes. S'ils sont venus sur Mayotte, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils se sont dit tiens, c'est le paradis, on va pouvoir y vivre confortablement. Donc d'un côté, pourquoi se plaindre? Après, j'ai entendu à la radio, sur une autre radio, ou je ne sais pas si c'est sur la vôtre ce matin, un élu qui disait que un élu de Mayotte qui disait que le problème qu'il y a, le problème qu'il y a, c'est que déjà Mayotte était une passoire. Et à l'heure actuelle, ce qu'il faudra faire, c'est éviter à ce qu'ils se réinstallent et que ces bidonvilles existent encore. Donc comme il y a quand même un problème et aussi une forme d'hypocrisie. Alors certes, il a pas tort, Monsieur Macron, mais de l'autre, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le sens où la France, comme Mayotte, comme la majorité des départements d'outre-mer, c'est des passoires. C'est des passoires. Donc oui, alors ils sont bien quand ils viennent immigrer dans ces départements d'outre-mer ou en France, les gens le viennent d'eux-mêmes. Donc il faut pas se plaindre après. Vraie remarque. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Absolument, avec Achour, mais il est notre auditeur est plein de bon sens, en effet, et ceux qui niaient la gravité de l'immigration, comme Marine Tondelier, en séparant radicalement la catastrophe du cyclone de ce problème politique et social de l'immigration, disaient des bêtises. Mais je me demande si Emmanuel Macron, Éric le disait un petit peu tout à l'heure, je veux dire, pour lui, Mayotte, ça va être peut-être un dernier banc d'essai pour tenter de démontrer qu'il peut régler des problèmes. Il les réglera pas sur le champ, j'entends bien, mais mon Dieu, je le sens comme une sorte de dernier expédient. Éric Revel. Oui, enfin, Philippe Bilger, président de la République, il nous a fait Marseille en grand, vous vous souvenez, les milliards prévus, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3% qui ont été décaissés en réalité. Il y a 6-7 fois. Bon, voilà, donc très bien qu'un chef de l'État se déplace là où la nation est en danger, c'est évidemment une bonne chose, mais est-ce qu'il a encore les moyens de ses paroles? Moi, j'en doute beaucoup. Et encore une fois, la façon dont il s'exprime, sur le ton, sur le fond, sur la forme, moi je le trouve complètement hors sol. Il s'est pas mis à distance de claque là. En fait, il a laissé tomber son statut. Alors certains pourraient dire ça le reproche. Je crois pas que ce soit ça. En fait, il a laissé tomber son statut parce qu'en fait il est dépassé, il est submergé, à la fois par l'émotion et il s'est, à mon sens, effondré psychologiquement. Et on peut le comprendre. La fatigue dont vous parliez, les allers-retours, les réunions, etc. Mais on sent qu'il a envie quand même. Achour, qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord, Achour? Il n'a pas laissé tomber son statut. Il n'a pas laissé tomber son statut, il est toujours président. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il parle avec des pâquerettes. Non. Il dit les choses telles qu'elles sont.
Maintenant, peut-être que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Mayotte, parce qu'en fait, quand on parle d'immigration, de problèmes, Mayotte, on connaît les conditions climatiques depuis des années. On sait très bien que c'est un climat particulier lié à des conditions météorologiques très sévères, mais on a accepté, on a laissé venir toutes ces migrations. Non mais Achour, juste. Non, mais moi j'ai dit tout le bien que je pensais du mot qu'il a employé, mais il n'empêche que je sens qu'il est à bout, c'est-à-dire que en même temps il n'a pas été épargné depuis 2017. Bien sûr qu'il n'a pas été épargné, mais ce que je veux dire c'est que est-ce que vous imaginez un autre chef d'État français, Nicolas Sarkozy, François Hollande, être dans une situation de vulnérabilité dans laquelle s'est retrouvé Emmanuel Macron à Mayotte? Moi, j'avais jamais vu ça. Sarkozy aurait réagi pareil. Non, mais je pense que sincèrement, peut-être qu'il parle vrai, Macron, mais en tout cas, il n'a pas agi. Donc c'est quand même ce qu'on lui demande en tant que président de la République. C'est pas de se déplacer, de voyager en jet et d'arriver en bras de chemise pour nous expliquer qu'il a un parler très franc et très pragmatique. Parce que s'il était vraiment pragmatique, il aurait apporté des solutions aux problèmes des Mahorais. Il se trouve que la résistance à la catastrophe naturelle est largement dépendante des conditions de vie économiques et sociales qui elles-mêmes sont largement dépendantes de la gestion de l'immigration. Est-ce qu'Emmanuel Macron a agi sur ce sujet? Oui ou non? La réponse est non. Donc il peut parler vrai ce qu'il veut. Maintenant, s'il ne tire pas des conclusions en actes de ce qu'il dit, moi personnellement, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Merci Achour en tout cas d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Mickaël Sadoun. Merci Eric Revel. Bonnes vacances parce que je sais que vous partez en vacances. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Bah oui. Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Philippe Bilger un peu de semaine prochaine aussi. Et dans un instant, les vrais voix du rugby avec Cyprien Pétou. Bonsoir. Bonsoir Cyprien. Et encore un programme de ouf. Oui, un gros programme de Pro D2 évidemment avec la 15e journée avant de se mettre un peu au chaud. La Pro D2 joue ce soir avec un gros match à 21h, Colomiers-Biarritz, et ce sera tous les autres matchs seront à suivre évidemment avec Quentin Cabanis, avec Enzo Jacquet ou encore Clément Combe en direct sur la radio du rugby Sud Radio. Merci beaucoup. Magnifique. Passez une très belle soirée, un très bon week-end si vous êtes sur la route. Faites très attention. On vous embrasse très fort. On remercie notre équipe formidable. Encore une semaine passée de dingue. Majid, Zach qui était ici, bien sûr Maxime. Bravo. Et puis les autres derrière. Merci mille fois. Passez un bon week-end. On vous embrasse. Salut. Génial.